séminaire, et puis c'est en quelque sorte un séminaire inaugural, puisqu'elle vient de rejoindre, son équipe vient de rejoindre le laboratoire de Didier Raoult il y a 3 mois, 4 mois, je ne sais plus exactement, enfin, récemment. Et donc on est heureuse de l'accueillir doublement dans le laboratoire et pour ce séminaire sur parasites dont on ne parle pas finalement très très souvent non plus, et donc c'est d'autant plus intéressant. Merci. Merci. Donc, merci de me donner l'occasion de présenter ma personne et mon projet. Donc, en fait, j'aime bien cette diapositive parce qu'elle résume assez bien mes intérêts. Donc là, vous voyez un parasite Leishmania, qui est phagocyté par un macrophage, et vous voyez des photocopies de ce macrophage qui l'englobe. Comme je viens juste d'arriver, comme Michel vient de le dire, j'aimerais d'abord me présenter parce que je pense que c'est assez important pour vous montrer quelles sont mes expertises et aussi quels sont mes projets de prédilection. Donc en fait, à l'origine, j'étais marseillaise. Il y a 13 ans de ça, j'ai fait ma thèse au centre d'immunologie de Marseille, chez Jean-Pierre Borel. Et en fait, grâce à lui, j'ai pu un peu approcher l'immunologie de manière interdisciplinaire. Et cette interdisciplinarité a continué tout au long de ma carrière. Et dans ces années-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans les années 90-2000, en fait, il y a eu beaucoup d'avancées dans le domaine immunologique, avec beaucoup de découvertes de nouvelles cellules. Et en particulier, une nouvelle population de cellules qui s'appelle les Natural Killer T-cells. Et c'est pour ça qu'après la thèse, j'ai décidé de vraiment me perfectionner en immunologie et de rejoindre Albert Landelac à l'université de Princeton pour justement étudier ces cellules. Et j'ai fait un premier postdoc chez lui, puis j'ai rejoint le laboratoire de Stephen Porcelli à l'Albert Einstein College of Medicine, qui lui s'intéressait, vu que c'était un médecin, il s'intéressait au rôle des lymphocytes NKT dans les maladies auto-immunes. Donc après tout ça, en 2006, j'ai eu la chance de rencontrer Gérald Spath, qui travaille uniquement sur Leishmania, c'est-à-dire c'est un parasitologiste. Et de là est né ce projet que je vais essayer de développer ici, qui est en fait l'interaction de Leishmania, le parasite Leishmania, avec les cellules hôtes et aussi avec l'organisme hôte, toujours avec forcément un petit envie de regarder le rôle de ces lymphocytes NKT dans cette infection. Donc là, à l'Institut Pasteur, j'ai obtenu ma position à l'INSERM. Et en fait, cette diapo, c'est aussi un peu une diapo de remerciement, parce que grâce à ces 4 mentors, j'ai pu vraiment développer ce que je souhaitais, et ils m'ont laissé une liberté extrême. Et aussi, je veux remercier toutes les associations et organisations qui m'ont aidé, et en particulier, je pense à Human Frontier, et j'invite tous les chercheurs à regarder Human Frontier, parce que c'est une organisation extrêmement humaine et qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Donc aujourd'hui, je tiens à remercier Didier Raoult pour me donner cette confiance pour essayer de développer mon projet, et qui concerne évidemment l'étude de l'infection par Leishmania au niveau biologie cellulaire et au niveau immunitaire. Donc si vous êtes intéressé par le projet que je vais développer et par ce qui va suivre, je vous invite vivement à venir me parler ensuite. Comme ça, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Donc maintenant, parlons science. Leishmania, c'est un parasite qui est dimorphique. Il est trouvé sous sa forme promastigote dans les sandflies. Et c'est au cours d'une piqûre de sandfly que le parasite va être inoculé à l'os. Donc cette forme promastigote est la forme infectieuse, et il insiste sur le fait qu'il faut qu'elle soit métacyclique, c'est-à-dire qu'elle ait arrêté sa division. Et vous pouvez voir qu'elle a des caractéristiques, c'est une forme très très longue, très grande, jusqu'à 20 microns, c'est quand même énorme. Et c'est une forme motile qui est flagellée, avec un corps qui est donc bipolaire, avec un corps cellulaire et un flagelle. Et le Leishmania avance avec le flagelle devant, c'est-à-dire qu'il avance très rapidement avec le flagelle devant. Donc une fois qu'il y a une inoculation du parasite, ce parasite infecte des cellules mammifères. Et dans ces cellules de mammifères, il déclenche un programme de différenciation qui le transforme en parasite à mastigote. Et vous voyez que cette forme est vraiment distincte, puisqu'elle n'a pas de flagelle et elle n'est pas motile. Et cette forme est une forme intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire qu'elle ne survit pas à l'extérieur d'une cellule. Donc si on va plus en détail dans le cycle de vie de Leishmania, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un stade vertébré, c'est-à-dire l'hôte mammifère, et un stade phlébotome.
dans lequel en fait le parasite est maintenu et ensuite injecté lors d'un repas sanguin dans la pompe de l'hôte mammifère, donc ici l'homme. Au niveau de cette injection, inoculation, donc ce parasite est phagocyté et à l'intérieur, comme je viens de le dire tout à l'heure, le programme de différenciation a lieu, les amastygotes se multiplient de manière drastique et ça c'est ce qu'on appelle le stade du diagnostic. Donc l'hypothèse commune aujourd'hui, mais bon, que je ne reproduis pas à la paillasse, c'est que les macrophages infectés, à la suite de la multiplication drastique de ces amastygotes, vont éclater et donc vont mourir et donc libérer dans le sang et de différentes amastygotes qui en fait permettent donc la propagation de l'infection. Donc le cycle est bouclé quand cet hôte vertébré infecté va se faire à nouveau piquer par un phlébotome, lui non porteur de parasites, et à ce moment-là, ce phlébotome ingurgite des cellules infectées à mastigote, et dans ce phlébotome, en fait, la différenciation du parasite se fait à l'inverse de l'hôte mammifère, puisque c'est la mastigote qui se transforme en promastigote, et à ce moment-là, il est à nouveau prêt à infecter, sur le sandfly, à nouveau prêt à infecter un autre hôte. Donc, je ne tiens pas à ce que vous lisiez tout ce tableau, évidemment. Moi-même, je ne connais pas tous les détails de là, mais en fait, c'était un peu pour vous montrer la complexité de la maladie, parce que, justement, on arrive à recenser jusqu'à 21 espèces de Leishmania, ici. On arrive à recenser jusqu'à 30 espèces de sandfly, ici. Et vous voyez qu'il y a un nombre assez important aussi d'espèces hôtes vertébrées, et tout ça diffère selon la région géographique. Et donc, une autre complexité à la cause, à la maladie de la leishmaniose, c'est que selon les espèces, vous allez avoir des leishmanioses différentes. Donc ici, des leishmanioses cutanées, c'est-à-dire que le parasite reste au niveau de l'injection du parasite dans la peau. Ici, les leishmanioses viscérales et ici, les leishmanioses mucocutanées. Donc moi, je m'intéresse à la forme viscérale parce que c'est la forme la plus dangereuse. Et ces leishmanioses viscérales sont induites par trois espèces majoritairement, la Leishmania donovani, infantum et Chagas. Donc encore une fois, juste pour que vous vous rappeliez, le promastigote est injecté par le sandfly chez l'homme et à la différence des espèces qui créent la maladie cutanée, les espèces qui créent la leishmaniose viscérale ont une étonnante capacité et on ne sait vraiment toujours pas comment et pourquoi. Ces espèces ont une étonnante capacité de migrer de la peau aux organes internes, qui sont le foie, la rate et aussi la moelle osseuse. Ce qui fait qu'une fois qu'il y a une migration, forcément la maladie qu'on appelle la leishmaniose viscérale est très très aiguë. Elle se caractérise par une hépatosplénomégalie et puis bon, tout un tas de trucs derrière. Et donc en fait ici c'est un enfant, mais c'est un acide qu'il a. C'est pas le foie qui est monté, c'est en plus de ça c'est un acide. Donc c'est en ça que la leishmaniose viscérale est dramatique et souvent fatale. Malgré tout ça, je tiens quand même à souligner qu'il y a aussi des porteurs asymptomatiques qui en fait quand même portent le parasite mais qui ne développent pas de symptômes, ce qui en fait les rend quelque peu dangereux, tout simplement parce qu'ils passent à travers le diagnostic et ils sont quand même des porteurs de parasites. Donc juste pour vous donner une idée, ça c'est la distribution de ces leishmanioses viscérales et vous voyez mais vous voyez que chaque espèce en fait chaque espèce se localise, qui crée la leishmaniose viscérale se localise différemment au niveau du monde. Par exemple ici c'est Chagas, en Afrique c'est essentiellement Donovani qui est à l'œuvre et dans le bassin méditerranéen c'est Leishmania infantum et en fait il y a de nouveau une recrudescence de cette maladie dans le bassin méditerranéen. Donc ce qui fait que cette maladie aussi depuis récemment assez dangereuse, c'est tout simplement le fait que c'est une maladie un peu opportuniste dans le sens où elle va affecter des patients qui sont par exemple déjà atteints de sida ou des patients qui ont une maladie auto-immune ou qui sont traités par des immunosuppresseurs. Forcément ils auront une immunité diminuée et donc la leishmaniose viscérale apparaît comme une maladie opportuniste ici.
Et par exemple, dans le cas du HIV, c'est assez dangereux dans le sens où ces deux maladies se renforcent mutuellement, puisqu'un patient qui a le sida va forcément développer très facilement, va être très susceptible à la leishmaniose viscérale, et un patient qui a la leishmaniose viscérale va en fait faciliter le développement du virus du sida. Donc ça devient dangereux, et en particulier des zones qui n'étaient pas atteintes par la leishmaniose viscérale, comme l'Europe, devient des zones géographiques qu'il faut maintenant surveiller. Donc ça, c'est la partie un petit peu introductive. Et maintenant, je vais passer à mon projet. Donc mon projet, je m'intéresse à l'interaction vraiment globale entre le parasite Leishmania donovani et son hôte. Alors il y a trois axes à ce projet. Il y a une première axe qui est les interactions du promastygote, c'est-à-dire la forme infectieuse qui est inoculée par le sandfly avec des cellules hôtes. Je tiens à préciser que les cellules hôtes de Leishmania, ce sont souvent des cellules phagocytaires, je sais plus comment on dit, phagocytiques, et qui sont aussi des cellules présentatrices d'antigènes. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit. Donc je m'intéresse à disséquer les voies d'entrée. Le deuxième axe, évidemment, je vais aller à une échelle un peu plus élevée, puisque je vais regarder les interactions entre le promastygote et les cellules et les souris comme hôtes. Et donc j'ai mis au point des modèles expérimentaux de leishmaniose viscérale. Et enfin, le troisième modèle va se faire ici essentiellement, et c'est pour ça que c'est plutôt bien, c'est qu'on va regarder en détail donc les mécanismes d'infection dans le foie, qui est un organe hôte en fait du parasite, mais aussi qui est un organe très très intéressant dans le sens où c'est un site très important pour tout ce qui est infection viscérale. Enfin, je n'y connais forcément pas bien, vu que je ne suis pas médecin, mais on sait très bien qu'il y a l'hépatite, il y a beaucoup de virus là-dedans, et donc c'est très important de savoir un petit peu ce qui se passe dans le foie au niveau des interactions intercellulaires. Et aussi parce qu'au niveau immunologique, en fait, cet organe a souvent été ignoré par les immunologistes, tout simplement parce qu'il n'avait pas les caractéristiques d'un organe lymphoïde classique. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il est très important dans la réponse immunitaire. Donc, trois axes. Donc, premier axe, je me suis intéressée aux stratégies d'invasion. Donc, en fait, on a pu mettre en évidence, grâce à des manips de microscopie électronique et à fluorescence, donc on a pu mettre en évidence que l'invasion de la cellulote par le promastygote se faisait à travers 4 phases bien distinctes. Donc je vais vous montrer les phases. Donc gardez en tête que le parasite est apolaire, c'est-à-dire qu'il est polaire, qu'il y a un corps cellulaire et un flagelle, et que le parasite avance de ce côté-là. Okay, donc ça, c'est un macrophage qui a sa membrane qui bouge toujours en mouvement, des refuges pour sentir l'environnement, etc. Donc ça, c'est des parasites qui bougent aussi. Donc ça, c'est le temps. Hop, il y a eu une interaction avec le flagellum. Les macrophages commencent à lancer leurs pseudopodes. Ça met du temps, vous voyez, c'est assez long. Donc les pseudopodes commencent à engulfer le parasite, mais le corps est toujours en dehors du macrophage. Et puis tout doucement, le macrophage arrive en fait à prendre le dessus, on dirait, parce que je vois ça plutôt comme un combat entre un pathogène et une cellulote, même si bon, ça paraît bizarre. Mais en tout cas, voilà, le parasite est au-dessus, vous voyez, au-dessus perpendiculaire au macrophage. Et attention à ce qui va suivre, c'est ça le plus important, le parasite continue de bouger et hop, le flagelle ressort. Alors, je tiens à préciser qu'il ne ressort pas, parce qu'il n'est pas à l'extérieur, il est entouré d'une membrane plasmique, la membrane plasmique du macrophage. Donc c'est ça qui s'est passé, grâce à ces genres de films qu'on a analysés extensivement, c'en est pas un seul, c'en est de nombreux, donc on a pu mettre en évidence quelque chose qui était jusqu'alors controversé, c'est-à-dire que la phagocytose du parasite ne se faisait qu'après interaction du flagelle avec la membrane plasmique du parasite. Ça déclenche la phagocytose. Cette phagocytose met du temps, elle arrive enfin à engulfer le parasite, et ensuite on appelle une phase de réorientation, parce que tout simplement, c'est pas vraiment une réorientation, mais c'est simplement que le parasite continue à bouger, le flagellum en avant, et du coup il se retrouve dans cette position. Okay. Donc on a analysé cette phase, cette réorientation, et on s'aperçoit ici, ça c'est un macrophage qui est infecté. Il est infecté, donc on a déjà eu l'entrée et puis la réorientation. Il est infecté
pardon, 2, 4, 6, 8, une dizaine de parasites ici. Et vous voyez, ça c'est le film qu'on a fait après la phase 2. Donc on se retrouve ici en phase 3, c'est-à-dire que le parasite continue à bouger en fait. Et je pense, mais bon ça paraît bizarre dans le contexte de l'infection, mais je pense qu'il y a une sorte de combat entre le macrophage et le parasite, avec le parasite qui essaye de sortir. Évidemment, c'est une hypothèse un petit peu saugrenue pour ce qui est d'un parasite qui voudrait rentrer dans une cellule, mais c'est ce qui semble qui se passe, j'ai aucune preuve. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement, parce que vous voyez bien qu'il diffère. C'est-à-dire, on dirait que là, ça s'arrête, c'est fatigué, hop, là, on dirait que ça repart. Donc ça, on aimerait bien, et grâce au microscope qu'on a reçu, là, on va pouvoir analyser un petit peu plus en détail ce mouvement. Donc cette phase 3, en fait, dure pendant vraiment 2 heures. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir voir ce genre de phénotype où le parasite n'arrête pas de bouger. Une fois que le flagelle arrête de bouger, et je ne sais pas pourquoi il arrête de bouger, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il y a eu un programme qui s'est déclenché, à ce moment-là, le parasite est à nouveau attiré vers le nucléus, qui est le noyau qui est ici, et dans une vacuole, et à ce moment-là, le programme de différenciation en amasticote a lieu. Donc on est passé à des méthodes de microscopie un peu plus jolies, on va dire, puisqu'on a rajouté de la couleur, c'est-à-dire que en fait, grâce à, donc ça c'est aussi des images en spinning disk, donc on a pu marquer les lysosomes de la cellule et on a pu marquer le parasite en vert. Donc là vous allez voir cette phase 3 et grâce à ce genre de film, on va quantifier en fait l'oscillation de ce parasite durant la phase 3. Donc là vous voyez vite, hop, là on en est en phase 3 qui rappelle celle de tout à l'heure, sauf que là le parasite est en vert et là c'est le flagelle. Donc on a quantifié cette distance, cet cheminement du parasite qui se faisait entre le noyau de la cellule et le parasite, et vous voyez que ça oscille. Bon, si je plotte, ça ne fait qu'osciller. Et la preuve en est que si on utilise un logiciel qui met une couleur, en fait, c'est un logiciel très basique mais assez fun parce qu'il met une couleur, en fait, il associe une couleur à la direction d'un mouvement. C'est-à-dire si le parasite va vers la gauche, il va colorer le parasite en jaune. Et s'il va vers la droite, il va colorer le parasite en bleu. Donc, et ainsi de suite, vert en bas et rouge en haut. Donc en fait, on voit que pendant ces 2 heures, effectivement, grâce à la distance qu'on mesure entre le noyau et le parasite, mais aussi à cette motion tendency qu'on regarde, on voit que le parasite va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et tout ça pendant 2 heures, toujours pareil, jusqu'à ce que le flagelle arrête s'arrête de bouger. Donc, ici, je ne vous ai pas parlé de ce message, mais en gros, quand on a fait cette microscopie, c'était aussi pour voir le recrutement des vésicules lysosomiales en rouge sur la membrane parasitaire, sur la membrane de la vacuole parasitaire. Et je vais rentrer ici dans les détails. Donc, effectivement, on a mis en évidence que les parasites étaient dans des vacuoles. Alors, vous voyez bien la vacuole parce qu'elle est très très tight autour du parasite. Vu qu'elle dessine carrément la forme du parasite. On voit le flagelle, le corps. Donc elle est marquée, cette vacuole, avec un marqueur de lysosome qui est la molécule blanche, mais aussi avec des catepsines. Donc on s'aperçoit qu'effectivement ce parasite est dans un compartiment lysosomial. On a confirmé ça par microscopie électronique, où les compartiments lysosomiaux étaient marqués avec de la PS à Golgi. Je peux rentrer dans les détails plus tard, mais enfin, si vous en avez besoin. Et donc effectivement, ça c'est un parasite en microscopie électronique, et ça c'est une vacuole qui est en fait marquée avec de la PS à Golgi qui marque les lysosomes. Et vous voyez même, on a réussi à avoir un événement de fusion entre une vésicule lysosomiale et la membrane. Donc, je vais passer assez vite sur ça, mais on a fait des tas de sortes de techniques d'immunofluorescence, et là, en l'occurrence, on s'est intéressé à la Total Internal Reflection Microscopy, parce qu'en fait, ce genre de technique nous permet de visualiser des événements qui se situent à 100 nanomètres de la membrane plasmique. Et ça, c'est en fait super intéressant, parce qu'on voit des événements à haute résolution, juste à 100 nanomètres de la membrane plasmique. Et ce qu'on voulait voir ici, ça, c'est une cellule qui est marquée avec l'encre en épifluorescence, donc vous voyez bien qu'il y a peu de résolution. Et ici, à ce niveau-là, il y a un parasite, on voit encore la forme, le flagelle et tout ça, et on voit en fait en vert le signal épifluorescent du blanc qui décore la vacuole, mais en rouge, on voit spécifiquement en rouge
le signal TIRF, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation vraiment fine à 100 nanomètres, très proche de la membrane plasmique et du parasite, sous le parasite, une accumulation de lysosome. Et en fait, ça a été démontré comme une sorte de docking de lysosome. Et quand on parle de docking de lysosome, on imagine, je reviendrai après, quand on parle de docking de lysosome, on imagine de suite exocytose de lysosome. Parce que ça a été déjà démontré pour réparer, par exemple, la membrane plasmique en cas de rupture, ou pour d'autres parasites comme le trypanosome, qui en fait recrutent des lysosomes à la surface, qui fusionnent, qui libèrent leur contenant enzymatique à l'extérieur, et donc quand il y a une fusion, on peut récupérer à la surface de la membrane des molécules exprimées par le lysosome blanc. Donc nous, dans le cas de Leishmania, on a effectivement montré ça. On a montré que l'expression de LAMP à la surface des cellules infectées, ici en noir, était largement augmentée par rapport à la courbe rouge qui était des macrophages non infectés. Donc quand il y a infection, il y a augmentation de LAMP. Et ensuite, non seulement en quantité, cette molécule est augmentée, mais en plus, le LAMP, ça c'est des immunofluorescences de macrophages sans perméabilisation. Donc on regarde que les trucs à la surface et on s'aperçoit que le LAMP ici, il est tout autour du parasite qu'on a marqué en rouge avec le LPG. Donc il y a ce qu'on appelle une exocytose locale de ces lysosomes juste durant la phase 3, durant la phase où le flagelle aussi. Donc on est allé encore plus loin parce qu'on avait décidé avec ma collaboratrice de faire des correlative light electron microscopy techniques. Alors la corrélative c'est assez magnifique parce que ça nous permet, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif, ça nous permet de visualiser, d'identifier un événement soit par transmission, soit par immunofluorescence. Donc là c'est un macrophage par transmission. On a regardé le LAMP à la surface, c'est-à-dire là où il y a l'exocytose des lysosomes, et c'est ici, et on voit même le flagelle, donc on voit qu'il y a un parasite. Et on s'est dit, je vais analyser uniquement ça au niveau ultrastructural, et c'est pour ça que je fais de l'IM. Et ça, c'est hyper dur en fait, à réussir à détecter, à retrouver en IM cette cellule, c'est très dur. Donc ici, on a retrouvé cette cellule et on a fait de cette zone-là des coupes serrées. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à en faire une dizaine, ce qui est très délicat. Et donc vous voyez, section 6, section 10, donc on a réussi à faire une dizaine. Donc ce que vous devez voir ici, c'est pas forcément évident, mais si vous vous concentrez sur cette, donc ici, ça correspond à ça en fait, hein, le flagelle, et c'est là le parasite ici, et ici, vers la cellule ici, c'est plutôt proximal, distal du parasite. Donc si vous regardez la membrane plasmique à ce niveau-là, au niveau distal, on voit qu'il y a une membrane plasmique intacte. Et si vous regardez la membrane plasmique à ce niveau-là des flagelles, c'est-à-dire n'oubliez pas qu'ici le flagelle il continue à battre, on voit qu'il y a une rupture. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intégrité de la membrane plasmique. Et ça on a pu mettre en évidence qu'il y avait une rupture de la membrane plasmique due au mouvement du flagelle. Et évidemment c'est local. Donc on est obligé d'adresser ce point avec des microscopies corrélatives. Parce qu'on ne peut pas quantifier ça avec d'autres méthodes en fait, c'est vraiment visuel. Donc on montre une rupture au niveau de la phase 3 et pour résumer, on a pu établir un nouveau modèle d'invasion. Alors évidemment ça, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ce modèle est malheureusement contredit largement des études déjà publiées. On en a parlé avec l'auteur aussi, on ne sait pas, c'est vraiment contradictoire. Donc moi ce que j'ai mis en évidence, c'est que l'entrée du parasite se fait par le flagelle, qu'il recrute des lysosomes conventionnels, que le parasite continue de bouger à l'intérieur de la cellule et à l'intérieur de la vacuole, de sorte qu'il se retrouve ici, parce qu'il veut simplement bouger de manière normale, flagellum burst. Ici, à ce niveau-là, il y a un battement du flagelle qui fait qu'il y a recrutement de ce qu'on appelle des lysosomes sécrétoires. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches de la membrane, puisque je vous les ai montrés en TIRF, à 100 nanomètres de la membrane, et qui subissent une exocytose. Alors on pense que l'exocytose est en fait la conséquence du wounding, de la rupture de la membrane, parce que forcément quand il y a rupture de membrane, il faut que la cellule régénère sa membrane plasmique pour la réparer, ça c'est évident. Donc ça a été déjà démontré. Donc, par contre, ce qui n'est pas connu, c'est que le Leishmania induisait ce genre de phénomène. Et ensuite, effectivement, il y a la dernière phase où là, le Leishmania est dans une vacuole qu'on appelle un phagosécréto. Ouais, moi j'appelle ça phagosécréto-lysosome parce que forcément j'ai des marqueurs de sécréto-lysosome.
Et évidemment, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comme c'est un phagosécrétolynosome, je me demande jusqu'à quel point ce genre de vacuole ne peut pas être exocité et du coup, il y aurait une transmission du parasite un peu de manière différente par simple exocytose du parasite, ce qui serait magnifique si je pouvais le démontrer. Donc, au niveau immunitaire, moi ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, il y a un pathogène qui est Leishmania, il y a une cellulote qui est aussi une présentatrice d'antigènes. Leishmania a de nombreux virulents facteurs, mais il y en a un qui est assez intéressant de mon point de vue, c'est un glycolipide qui s'appelle le LPG et qui décore la membrane du parasite. C'est un glycolipide, il a été démontré que ce LPG est crucial pour l'attachement des parasites dans l'intestin du phlébotomes, qu'il est crucial aussi pour protéger ce parasite contre toutes nos enzymes, les hydrolytiques et nos attaques aux compléments. Et il y a eu plusieurs rôles de ce LPG à qui on attribue un blocage de signaux de transduction ou un empêchement de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Donc je voulais savoir dans mon contexte, dans mon modèle d'invasion, que devenait ce LPG. Alors là aussi c'est une corrélative light electron microscopy parce que forcément ce genre d'événement très précis où il y a juste un phagocytose, donc parasite ici avec des pseudopodes de macrophages, c'est assez rare. Donc en fait, on a réussi à l'identifier par microscopie à fluorescence et ensuite on l'a rattrapé en IM pour voir l'infrastructure. Et ce qui était joli en fait quand ma collaboratrice a fait ça, c'est qu'elle a marqué le LPG et donc effectivement le LPG comme en IF, on le voit, il est tout autour de la membrane. Mais ce chose vraiment étonnante, c'est qu'on l'a trouvé carrément sur la membrane plasmique aussi de la cellulote. De telle sorte que là, elle a réussi à faire une coupe serrée et donc on a pu faire une sorte de tomographie. Ça aussi, c'est quand même assez chanceux. C'est-à-dire qu'on a réussi à reconstruire en 3D donc, toutes les coupes serrées qu'elle avait. En rouge, on a coloré la cellulote, donc on voit bien le pseudopodes. Et ici, en gris, c'est le parasite. Et en vert, c'est toutes les molécules de LPG qu'on a réussi à localiser. Et vous voyez que le parasite, évidemment, il est couvert de LPG, mais que la cellulote en est couverte aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un transfert de ce facteur de virulence du parasite à la cellulote. Donc, je repars sur la phase 3. Je me suis dit, OK, dans cette phase, là où il y a beaucoup d'activité, où il y a rupture de la membrane plasmique, où est le LPG? Et encore une fois, par corrélative light electron microscopy, on a réussi à isoler ce genre d'événement. Et vous voyez bien d'ailleurs, parce que ça, c'est un macrophage, ça, c'est le flagelle du parasite. C'est comme je vous disais tout à l'heure, il est entouré de membrane, du macrophage, donc c'est ça. Et dans ces genres de refeuilles qu'on voit systématiquement ici, on ne sait pas trop ce qui se passe là, on s'aperçoit qu'il y a des patchs de LPG. Donc évidemment là, c'est plus du tout sur la membrane du parasite qui est ici, mais c'est carrément sur la membrane du macrophage. Juste pour la beauté des choses, je vous en remontre une. Donc ça c'est un flagelle, pareil, et à ce niveau-là ici, on voit plus de LPG, et d'ailleurs on voit aussi une sorte de disruption de la membrane plasmique qui confirmerait le mouvement. Donc on a du LPG en surface, et ce LPG, de manière étonnante, persiste. C'est-à-dire que si on regarde les cellules 2 heures après l'infection, les macrophages expriment à 30%, enfin les 30% des macrophages expriment des hauts niveaux de LPG, comme cette cellule. Ça c'est une immunofluorescence en surface. Mais 24 heures après l'infection, c'est-à-dire il n'y a plus de parasites dans la culture du tout, on a 20% encore de ces macrophages qui expriment ce LPG. Donc ça voulait dire qu'ils n'étaient pas recyclés, ou en tout cas peut-être, mais qu'ils n'étaient pas dégradés. Donc évidemment la question qui s'est posée, c'est est-ce que ces cellules infectées, dendritique ou macrophages, peuvent relarguer des vésicules qui seraient des vésicules de l'hôte, mais qui contiendraient du LPG. En effet, donc là c'est une cellule dendritique infectée, et on voit c'est systématique, une fois qu'on a des cellules infectées avec Leishmania, on voit beaucoup de sortes de trucs comme ça, qui sont assez originaux, des membranes, des sortes de vésicules, on ne sait pas trop bien, qui, là en noir, en fait, marqué avec la BS alcool, qui expriment du LPG. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des centrifugations à haute vitesse pour essayer d'isoler en fait ce qu'on appelle des ectosomes, évidemment puisqu'on est dans des cellules eucaryotes, mais aussi on peut isoler à peu près tout qu'on appelle maintenant des extracellulaires vésicules. Et donc on s'est aperçu quand on isolait les exosomes de cellules dendritiques non infectées, donc là ce type d'exosome, on n'a pas effectivement de LPG.
Par contre, quand on isole des exosomes de cellules infectées, on voit clairement un marquage de ce facteur de virulence, c'est-à-dire la présence de ce facteur de virulence dans des exosomes de cellules infectées. Et ça, c'est une caractérisation biochimique de ces exosomes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer aussi que quand on fait un gel et qu'on de ces exosomes-là, ou de ces extracellulaires vésicles, on s'aperçoit, en marquant avec du LPG, qu'il y a expression de LPG. Alors c'était quand même assez important pour nous au niveau de la réponse aussi immunitaire. Et par exemple, si on fait une co-culture, alors ça c'est un truc un peu rigolo, c'est-à-dire qu'on prend des cellules qui sont non infectées et on les marque en vert. Ok. On prend de l'autre côté des cellules qu'on infecte et qu'on ne marque pas en vert. Et on co-culture tout ça pendant 72 heures, enfin plusieurs jours en fait, et on s'aperçoit que ces cellules ici qui sont infectées, elles sont infectées, on le voit, parce que chaque point bleu, c'est des noyaux de Leishmania, ok. Et elles sont infectées puisqu'elles ont aussi plein de LPG, comme je vous l'ai dit, le LPG est relargué par le parasite à l'intérieur de la cellule. Il a plein de LPG. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que cette cellule qui est non infectée, qui a été cultivée avec ces cellules infectées, n'a pas de parasite, mais par contre, elle a plein de LPG. Donc ça voulait dire qu'il y avait un moyen de communication intercellulaire entre des cellules infectées et des cellules non infectées qui communiquaient à la cellule non infectée, attention, il y a une infection. Et par le biais d'un facteur de virulence très important, le LPG. Donc, on est allé quand même un petit peu plus loin parce qu'on a voulu savoir évidemment si notre parasite lui-même, lui seul en culture, sécrétait aussi ses vésicules. Et effectivement, c'est quand même des manips un peu plus faciles de travailler que sur le parasite. Et vous voyez encore là, au niveau du nez du parasite, on a toujours ce genre de photos en électron microscopie avec du LPG, marqué avec un anticorps marqué avec de la gold, de l'or. Et donc, effectivement, on a isolé ces parasites, on a isolé les vésicules extracellulaires sécrétées par ce parasite, et on s'est aperçu qu'il y avait des tas d'exosomes. Alors, encore une fois, attention, le parasite, c'est un eucaryote, donc forcément, il y a des endosomes, il y a des lysosomes dedans, et donc il peut générer des exosomes. Ça, c'est des exosomes, mais on a trouvé aussi des vésicules extracellulaires qui sont un peu plus grosses aussi, et ces exosomes expriment du LPG de manière abondante. La preuve en est, c'est que ça, c'est donc un gel où... le LPG, c'est un glycolipide, alors ça fait toujours un pattern de haut en bas, parce qu'il y a plusieurs glycosylations, donc ça va migrer tout du long. Et donc on a découvert que non seulement les parasites, mais aussi des cellules infectées relarguaient dans le milieu extérieur des vésicules qui pouvaient contenir donc ce facteur de virulence LPG. Et donc l'idée maintenant, c'est d'analyser ce que devient ces vésicules, quels sont le rôle de ces vésicules et de ce LPG dans le contrôle de l'infection, mais aussi dans l'activation des lymphocytes T, en particulier les NKT. Bon là j'ai plein de data, si ça vous intéresse, je vous les montre, mais là je vais passer. Mais voilà, c'est un peu ce qui se passe, c'est quelle est la fonction immunologique de ces vésicules. Donc mon deuxième axe, c'est d'étudier, de mettre au point d'abord ce qu'on a fait à Pasteur, des modèles de leishmaniose viscérale pour faire des analyses ex vivo. Donc on utilise toujours des parasites promastigotes que j'injecte dans la soupe. Alors c'est important de savoir que chez l'homme il y a deux formes de leishmaniose viscérale, j'entends. Il y a la forme qui est donc, comme je vous ai dit, symptomatique, qui a une hépatosplenomégalie, un high visceral parasite burden, et qui est souvent fatale. Mais il y a une forme qui est beaucoup plus intéressante pour moi et qui devient intéressante pour la communauté parce que c'est une forme qui est asymptomatique, et je le répète parce qu'en fait c'est très important, elle passe au travers les diagnostics, mais ces patients ont une maladie en fait. Elle est chronique, il y a un très très bas charge parasitaire, et ce genre de patient, évidemment, s'il est co-infecté avec le virus du sida, ou s'il a des maladies auto-immunes, ou s'il subit un traitement immunosuppressif, alors là, on va revenir à une forme symptomatique de leishmaniose et arriver à des conséquences dramatiques. Donc il fallait que je reproduise ces deux modèles chez la souris. Ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé deux types de promastigotes. Alors des promastigotes qui sont maintenus en culture pendant longtemps, et ça, c'est assez connu que chez Leishmania donovani perd sa virulence en culture, et des promastigotes qui ont été maintenus dans un hôte intermédiaire qui est sensible, puisque le hamster, quand il est infecté, meurt. Donc il a vraiment une maladie de type humain.
Et quand j'ai utilisé ces deux types de promastidotes, je me suis aperçue que chez la souris, donc vous voyez, normalement la maladie de la leishmaniose viscérale fait un pic qu'on appelle aigu et après redevient chronique. Donc pour avoir uniquement une maladie aiguë ou uniquement une maladie chronique, je me répète, mais c'est ce que j'ai utilisé des promastidotes de hamster qui m'ont donné une maladie aiguë et des promastidotes qui ont été atténuées en culture qui me donnent une maladie chronique asymptomatique. Donc effectivement, si vous regardez ça c'est des foies de souris infectés avec des promastidotes qui sont en culture, et ça c'est des foies de souris infectés avec des promastidotes qui sont issus du hamster. Là est reporté le poids du foie, et vous voyez bien que le poids, donc il y a une hépatomégalie, le poids de ces souris injectées avec des hamsters dérailles augmente, alors que le poids des souris injectées avec des cultures ne varie pas. De même que le poids de la rate de ces souris ne varie pas, alors qu'elle augmente dramatiquement avec des hamsters dérailles. Regardez la rate. Donc effectivement, on pensait encore une fois que si j'injecte des promastidotes en culture, j'ai pas de maladie, tout simplement aucune maladie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai une, puisque nous pouvons détecter des parasites tout au long de l'infection dans ces souris. Mais ce taux de parasites, vous voyez, il est 10 fois plus bas que le taux de parasites que nous détectons dans des souris qui sont infectées par des hamster-derived parasites. Et donc, en fait, on conclut donc ici qu'on a un modèle, grâce à cette infection par des parasites en culture, un modèle qu'on appelle chronique asymptomatique, qui serait assez identique au modèle asymptomatique chez l'homme. Et ici, par contre, en utilisant ce type de setup, on a une maladie qui serait acute, qui ressemblerait à celle de la maladie viscérale chez l'homme quand elle est aiguë. Donc, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que cette hépatosplénomégalie était accompagnée donc parce qu'on ne sait pas à quoi elle est due cette hépatosplénomégalie, mais on peut s'apercevoir qu'elle est accompagnée par une infiltration massive de cellules dans le foie et dans la rate, alors qu'encore une fois, il n'y a absolument aucun symptôme pour les souris qui ont du parasite, mais qui n'ont pas de symptômes, de signes symptomatiques. Donc, moi, ma question ici, c'est forcément de savoir quels sont les types de cellules qui infiltrent ces deux organes et est-ce que les lymphocytes NKT sont impliqués. Alors, c'est là que je fais deux petites diapos sur les lymphocytes NKT quand même, parce que ça me démange. Donc, ces lymphocytes NKT, pourquoi elles sont originales? Tout simplement parce qu'elles sont très peu présentes dans les organes lymphoïdes primaires, mais par contre, elles sont enrichies dans des organes qui n'ont pas à but d'avoir un rôle immunologique très prépondérant. Il y en a beaucoup dans le rein, il y en a beaucoup dans le poumon, et il y en a encore plus dans le foie. Et le foie, évidemment, c'est le site d'infection viscérale. Donc c'est la population majoritaire dans le foie. Autre originalité de ces lymphocytes, c'est qu'elles reconnaissent des glycolipides et non pas des protéines. Donc, une fois que vous les activez avec des glycolipides, ça c'est le ligand, le prototype du ligand, elles sont très très rapidement activées et elles font un petit peu tout, c'est là le problème, il faut savoir ce qu'elles doivent faire, mais elles font des cytokines anti-inflammatoires, des cytokines pro-inflammatoires, des cytokines, des chromokines, et elles ont aussi des rôles de cytotoxicité. Donc moi, dans mon foie atteint de leishmaniose viscérale, évidemment, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. Donc juste une dernière slide sur ces NKT. Ce qui est important quand on analyse les NKT, on le fait par fax, c'est ce genre de population. Et ici, en X, vous avez les jours après infection, c'est-à-dire que je suis mes souris 90 jours après infection, et je m'aperçois que dans des souris qui ont une maladie viscérale aiguë, donc injectée avec des hamster-derived parasites, on voit que les NKT se multiplient de manière drastique, puis reviennent à un niveau basal. On ne voit absolument rien chez la souris qui est infectée avec des leishmanias en culture. Alors on pense forcément que dans ce modèle-là, il n'y a pas d'activation de ces NKT. Or, c'est complètement faux parce qu'à chaque temps, post-infection, j'ai regardé la capacité de ces cellules de produire de l'interféron gamma et je m'aperçois, là encore, c'est ça qui est l'originalité de ce modèle chronique asymptomatique, c'est que ces cellules ne varient pas en nombre, mais elles produisent un taux
relativement important relativement à des conditions non infectieuses, d'interférogamma, qui est une cytokine antiparasitaire. Donc je ne sais pas trop bien ce que ça signifie, mais en tout cas, elles sont de manière on va dire, récurrente, parce que c'est tout le long de la maladie, en surveillance de l'infection. Et ici, évidemment, on voit quelque chose qui est plus classique, c'est-à-dire que l'interféron gamma, ici, donc sécrété par ces cellules, au cours de la maladie, lorsque on est dans une leishmaniose viscérale aiguë, on voit une grande taux une population de MKT qui produit de l'interféron gamma assez important, parce qu'allant jusqu'à 30%. Et encore une fois, alors qu'à 30 jours 30 après infection, ces cellules reviennent au taux normal, on pense que ça y est, c'est fini, elles sont plus activées. Or, c'est faux, elles produisent beaucoup d'interféron gamma. Donc là, nous, on est en train d'analyser ça pour savoir ce qui se passe, alors que leur nombre est correct, pourquoi il y a perpétuellement production d'interféron gamma. Donc ici, juste pour conclure, on a deux modèles de souris. Un modèle qui, je dirais, est asymptomatique avec une certaine chronicité puisqu'on a une charge de parasite très bas mais constante et qui a quand même, qui induit dans le foie une certaine activation, une activation significative des MKT, alors que dans le modèle avec les hamsters dirac-chromastigotes qui sont injectés, on a un modèle de maladie symptomatique et qui évidemment devient chronique avec un autre modèle d'activation des MKT. Donc forcément ici, j'ai pas mal de boulot à faire pour disséquer la rôle de ces MKT dans chacun de ces modèles. Mon troisième axe, c'est d'aller complètement plus en détail dans le foie et de manière donc pas ex vivo mais plutôt in vivo. Et pourquoi le foie? Bon, parce que c'est un organe, comme j'ai dit, qui est le site majeur en fait de nombreuses infections viscérales. C'est un foie, moi je commence à peine à apprendre le foie depuis quelques années, mais c'est quand même super compliqué. Il y a beaucoup de circulation sanguine venant de l'intestin, venant du cœur, enfin, donc il est soumis quand même à une certaine activation par des bactéries constantes et on se demande pourquoi ce foie en fait est tolérant, ne répond pas à chaque fois à chaque activation de bactéries qu'il voit. Donc il a de nombreuses fonctions et je m'intéresse quand même à la fonction immunitaire. Donc ça c'est une sinusoïde, donc vous voyez des cellules de Kupfer ici, des cellules endothéliales et dans ces sinusoïdes il y a forcément des MKT, des NK, des lymphocytes T. Donc Leishmania a été montrée pour infecter des Kupfer, mais en fait il s'avère qu'elle pourrait aussi, pardon, ça c'est des hépatocytes, c'est des Kupfer sans donc ça c'est des hépatocytes, donc on l'a vu Leishmania dans les Kupfer, mais en fait il s'avère qu'elle peut aussi probablement infecter des hépatocytes, enfin c'est pas super clair non plus là-dedans, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle infecte des Kupfer qui sont probablement des cellules aussi présentatrices d'antigènes vis-à-vis des lymphocytes T circulant ici. Donc, pourquoi je veux aller en intravital? Tout simplement parce que quand on regarde une cellule, on regarde une cellule dans un flasque. Okay. Mais en fait, dans l'organe, le truc, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans l'organe, non seulement il y a des cellules, mais la cellule, elle est entourée de ses copines, et ces copines, c'est d'autres cellules qui n'ont pas du tout les mêmes programmes. Elle est dans un environnement 3D avec des hormones, avec des cytokines. Elle est aussi vasculaire, dans un organe qui est vascularisé. Donc en fait, il semble que c'est beaucoup plus, c'est crucial d'aller à ce niveau-là, de regarder ce qui se passe dans l'organe pendant qu'il est dans un organisme vivant. Donc ça, c'est juste pour répéter, donc le foie est comme ça. Si vous regardez, donc il y a une portale veine, centrale veine, ça c'est toutes les sinusoïdes. Et évidemment, moi je m'intéresse à cette interaction, c'est-à-dire CMKT, ces cellules hôtes qui sont dans le foie et ce parasite. Donc, je vais faire un petit exemple. Donc ça c'est pas mon film, hein, mais ça c'est un foie. Analyser je pense que c'est juste du confocal, c'est pas du tout, c'est pas du 2 photons, c'est pas du spinning, c'est juste un confocal. On voyait très bien les sinusoïdes là, parce que les sinusoïdes sont autofluorescents et en vert en fait c'est les MKT. Donc on a ces souris, j'ai transféré ces souris de Pasteur à ici. Donc normalement tout
devrait bien se passer, on est en train d'hybrider, mais donc voilà ce genre de choses, ça c'est la circulation d'un NKT dans les cellules, dans les sinusoïdes du foie. Évidemment, on peut imaginer regarder d'autres cellules, hein, les macrophages, etc. Donc le setup de cette manip, c'est quoi? C'est nous avons ces cellules qui expriment des NKT fluorescents, mais maintenant c'est super sympa parce qu'on peut avoir de plus en plus de souris qui expriment des cellules fluorescentes. Donc là, en l'occurrence, il y en a d'autres qui m'intéressent, qui expriment des macrophages GFP. Mais en fait, on peut avoir une liste. Il y a vraiment des souris, par exemple, qui expriment des cellules fluorescentes qui sécrètent les interférons gamma. Les cellules qui sécrètent l'IL4 sont des fluorescentes aussi. Donc en fait, on peut vraiment s'amuser. Et donc ça, c'est une première approche avec des souris transgéniques. Une deuxième approche avec des souris déficientes. Et donc, le principe, c'est de quoi faire? C'est d'injecter en intraveineux donc, des dalles. Les dalles, par exemple, le HUXT va vous marquer les noyaux des cellules. Le Fitsidextran va vous marquer les vaisseaux sanguins, pardon. Et ensuite, ici, on pourrait injecter des NKT ou alors, évidemment, les infecter mes souris avec des parasites qui seront fluorescents. On est en train de les construire, ça c'est un projet en lui-même de construire les parasites fluorescents. Donc, juste le système, c'est quoi? En fait, il faut être... l'idéal, ce serait d'avoir une souris dans laquelle on met un cathéter ici, dans la veine, et qu'on le fixe en fait, parce que du coup, sur le microscope, elle a toujours son cathéter et on peut injecter tout ce que vous voulez au fur et à mesure. Donc nous, moi, ce que j'avais appris quand je suis allée faire... congrès, c'était aux États-Unis pour les spécialistes de la microscopie intravitrale. En fait, ils avaient mis au point ce genre de système. La souris est vivante, ici. Elle est vivante. On a juste excisé en vertu et tiré le foie hors de sa prise d'incision. Et on colle la souris, pof, on la renverse sur le spinning disc, parce que ça, c'est un spinning disc. Et du coup, elle est vivante. Là, c'est la blanquette, là, et donc elle a 37 degrés. Du coup, on l'a anesthésiée et on peut injecter et regarder. Donc ça donne à peu près ça. Ça, c'est vraiment des sinusoïdes, vous pouvez voir. Ici, c'est assez simple parce qu'on a fait vraiment à la surface du foie. Mais le Texas Red Dextran, c'était pour voir les vaisseaux sanguins dans la vascularisation. L'UXT, vous voyez les noyaux des cellules hépatocytes. Regardez, ça c'est les hépatocytes du coup. Et après, on peut utiliser autre chose, on peut s'amuser. Donc, l'idée de regarder le foie comme ça, effectivement, il y a deux aspects. Donc, soit on fait vraiment de l'immunologie, c'est-à-dire qu'on regarde le trafic des cellules T, on regarde l'interaction avec les cellules hôtes infectées, mais on peut aussi faire de la pathologie, c'est-à-dire qu'on peut regarder vraiment ce qui est important dans le foie, c'est le flux sanguin, parce que justement, il est prouvé que le flux sanguin est altéré pendant une infection. Soit ça va plus vite, soit il est accéléré, soit il est ralenti. On peut regarder facilement la nécrose, les granulomes. Il y a tout un tas de readouts qui sont possibles à partir du moment où tout est mis en place. Bon, ça, c'est un autre exemple, justement, avec une autre type cellulaire. Donc ça, c'est des macrophages GFP. Donc vous voyez, bien que ces macrophages, ils crawlent dans le foie et qu'ils sont à la recherche de l'antigène, bon là, la cellule n'est pas infectée, donc en fait, tout va bien. Leur travail de surveillance. Et donc on a mis au point un autre truc qu'on pourrait, j'espère qu'on va essayer de faire avec Pascal, parce que c'est quand même un petit peu plus faisable, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une souris entière, on utilise des explants. Donc explants de foie, explants d'autres choses, et en fait ça je l'ai fait à Pasteur, donc je sais que j'ai validé la technique. Avec l'explant de foie, regardez ça, c'est un explant, et regardez ça, c'est des LKT, ça marche en fait, voilà, ça marche très bien, c'est ça que je veux dire. Bon, évidemment, il faut voir si la motilité est pas un peu plus lente, etc. Mais ça marche, c'est quelque chose de peut-être certainement plus facile. Et ici, on a pu voir aussi qu'un parasite CFSE, donc de verre, était localisable très facilement dans le foie comme ça. Donc en fait voilà, pour résumer mon projet, je pars d'une approche vraiment dissociative in vitro avec l'étude du parasite en interaction avec sa cellule hôte. Ça c'est de la pure biologie cellulaire.
J'étudie l'immunologie et bon, forcément l'MKT parce que voilà, c'est mon dada, chez la souris, dans des modèles de leishmaniose murine que j'ai établi à Pasteur. Et ensuite, vraiment le projet que j'aimerais vraiment développer ici, puisqu'on en a maintenant les moyens, c'est de faire de laboratoire dans le foie. Mais évidemment, d'autres applications sont possibles avec la laboratoire. Voilà, je vous remercie et je prends les questions. Merci. Alors, des questions sur la maladie, le parasite, les techniques de morphologie, de microscopie au sens large. Je ne suis pas sûr que ça arrive souvent dans les hépatotoxiques, parce que c'est un des éléments qui est particulier au calatoire, c'est que généralement il n'y a pas de cycloïde hépatique. Ça arrive dans des formes assez particulières, donc ça doit rester probablement au niveau des cycles nucléaires. Ça doit pas la toxicité. Ouais, probablement. En fait, quand je vous dis ça, c'est parce que bon, moi personnellement, je n'ai rien fait à ce niveau-là du foie. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, c'est toujours un jeu en suspens, ce genre de questions. Mais les deux peurs, c'est évident. Ce qui est très fascinant, c'est ce qui sort beaucoup, mais il y en a aussi en bactérie, chez les bactéries, des micro-vésicules. On va découvrir ça partout, on communique avec les micro-vésicules. Est-ce que quelqu'un a regardé si les micro-vésicules sur les macrophages changeaient le profil transcriptionnel? Alors, moi, c'est le papier qu'on soumet là, on est en train de se battre avec les reviewers malheureusement, puisque c'est assez nouveau quand même chez Leishmania. Donc, ce que j'ai fait moi à la paillasse, c'est de regarder pas le profil transcriptionnel, mais effectivement la capacité des cellules à présenter un antigène, à activer une cellule T. Ça, c'est ce que j'ai fait. Mais ça serait super intéressant de faire de la transcriptomique sur le... Et non, pour vous répondre directement à votre question, non, parce que pour l'instant, je suis la seule à démontrer qu'il y a du LPG dans des vésicules de cellules dendritiques. Ça, personne ne l'a fait, c'est ce qu'on est en train d'essayer de passer. Le LPG dans les cellules, dans les vésicules du parasite. Alors, les exosomes de parasites ont été mis en évidence l'année dernière. Ils ont fait tout un tas de choses, mais ils n'ont pas cherché le LPG. Ça ne les intéressait pas forcément. Évidemment, moi, j'ai fait le LPG, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est parce qu'on a fait pas mal de trucs comme ça pour aller voir ensemble avec Eric. Une chambre avec un filtre pour juste laisser passer les vésicules. Et puis, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur les vésicules ici, en hémato, avec Françoise, pour le coup, regarder si les vésicules changent. C'est une information qu'elle donne. Elle doit changer quelque chose. Elle informe. Elle informe. La comparer. Après, bon, ouais, non, mais tout à fait. Je suis d'accord. C'est nouveau ça. C'est pas quelque chose d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire. Et les cellules de Plébotomes, qu'est-ce qu'elles font avec les leishmanioses? Je sais pas. C'est un truc. Alors là, c'est vraiment pas mon expertise. Il faut regarder parce qu'on est en train de faire les macrophages de tous les arthropodes. Ça vaut le coup, tu regardes. Je sais pas. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'en fait, le phlébotome, quand il pique, il injecte aussi de la salive, etc. Donc, qui module un peu la réaction locale. Mais je sais pas du tout mon domaine, le phlébotome. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais je sais rien. Je sais pas faire. Voilà. C'est quand même quelque chose de compliqué. Non, mais il y a un truc qui émerge maintenant de l'arthropode, que d'utiliser les macrophages d'arthropodes. Et je pense que ça c'est vraiment, pour l'instant, les flux sont sortis proprement. Ça vaut le coup de regarder si on peut sortir les macrophages de Plébotomes et de regarder comment parce qu'elles sont moins aussi souvent dans les macrophages. Il y a un groupe qui travaille uniquement sur le travail que je connais assez bien, qui est à Londres. C'est vrai qu'on peut les contacter aussi, voir ce qu'ils font. Ils font plus la réponse militaire, mais moi, ils nous a décrit un petit peu. Je ne connais pas ce format de réflexion. Pour être honnête, je ne connais pas ce format. Moi, j'ai deux questions aussi. Il y en a une, je voudrais en savoir plus sur le signal qui semble s'éteindre, qui arrête la gêne régulièrement. Est-ce qu'on a essayé de rajouter ou d'enlever de l'ATP, du glucose, des choses comme ça? C'est un projet de l'étudiant en thèse qui arrive. Donc, en fait,
On n'a rien essayé de faire parce que c'était moi. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même deux dogmes dans le domaine. En l'occurrence, le mien, c'est de mettre en évidence que la motilité est importante. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il y avait un consensus commun qui disait que non, la motilité du parasite n'était pas importante pour infecter les cellules. Donc, du coup, c'est assez nouveau. Moi, ce que je voudrais faire, et c'est un projet de l'étudiant en tête, c'est justement d'essayer de knock-outer la motilité. Et donc, quand on dit empêcher cette motilité, ben justement, on le fait avec Gilles Merlin. On a des outils pour faire des knockouts. On a des outils pour faire des knockouts. Et ben alors, ça c'est vraiment... donc en fait, on peut faire des knockouts... bon, moi je suis pas spécialiste, c'est pour ça que je me suis associée avec le laboratoire de Patrick Bastien et avec Gilles Merlin, parce que en fait, lui, il a fait pas mal c'est pas des knockouts, il met l'épisome qui surexprime une protéine en fait, et donc il a pas mal d'épisomes qui expriment des protéines qui en fait bloquent l'activité du flagelle. Donc ça, on va l'essayer déjà dans notre domaine. Et on va faire ça chez Donovani. Et ensuite, on est en train d'identifier d'autres targets. Donc lui, il est quand même plus... par contre, c'est vrai, bloquer la TP, etc. Je sais pas, donc ça serait intéressant. Nous, on est parti sur, pas des mutants, mais des parasites surexprimant en fait une protéine qui est défective. Du coup, le flagelle est arrêté, du coup... et on va le faire. Une autre question, c'était sur le LPG. Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire-là? Comment c'est synthétisé? Comment c'est dégradé? Quels sont les précurseurs? Alors là, il faut que je vous sorte les papiers parce que moi je suis pas biologiste. Non, mais en fait, bon, c'est compliqué, il y a plein d'enzymes. Mais bon, le truc, c'est qu'en fait, effectivement, c'est compliqué parce que. Moi, c'est des enzymes qui ne sont pas présentes chez l'homme pour la non, c'est des enzymes, effectivement, je pense qu'elles sont là. Donc, mais on peut regarder, j'ai regardé pendant le séminaire des génomes respectifs, etc. Alors, le truc, c'est que, à ma connaissance, parce qu'il faudrait demander à plus spécialiste que moi, le génome de Leishmania vient à peine d'être sorti. C'est très peu. Vous en avez deux? Super, j'ai des rotinets. Non, parce qu'en fait, il y a des choses qui ressemblent. On sait que le FPG, j'ai regardé un peu test, que le Leishmania sait assembler des sucres non humains, tels que le galactofuranose. Oui. En fait, on avait un projet sur ça parce qu'on pensait que le galactofuranose, justement, qui était un sucre un petit peu original, était peut-être susceptible d'activer les NKT. Parce que justement, il faut trouver des sucres différents et bon, ça, on n'a rien. Ils prennent le galactofuranose pour l'assembler, faire des oligonaires, etc., sont connus. Mais le génome de Leishmania a 5 enzymes qui ressemblent à des fructofuranosidases. Il y a des choses qui mangent habituellement le sucre en poudre, mais qui sont éloignées. Il n'y a pas de sucre en poudre nulle part dans le site de cette affaire-là. Par contre, entre un fructofuranose et un galactofuranose, il y a juste une orientation d'un petit OH dans un coin qui change. Et en fait, ce serait bien. Et il y a 6 gènes chez Donovani, et il y en a 5 chez Infantone. Non, ouais, ça vaut carrément le coup parce qu'effectivement, en plus, toutes les études qui ont quand même utilisé des LPG mutants, ok, en fait, je les aime pas du tout dans le sens où elles enlèvent juste les sucres. Donc toute la partie phosphatidylglycol est toujours là. Ça veut dire que bon, dans mon domaine, par exemple, j'ai jamais rien comme différence entre un LPG knockout qui n'a pas les parties sucres et un LPG wild type, alors que beaucoup de gens utilisent ça pour prouver que, et à chaque fois je m'affronte au rubber parce que je trouve que c'est pas un vrai contrôle, parce qu'il y a toujours cette partie, c'est vrai. Mais bon, moi là j'ai besoin d'aide là, parce qu'effectivement au niveau biochimie, je suis quand même pas du tout, c'est pas mon expertise du tout, donc. Et d'autres questions? Juste une petite question technique. J'ai pas compris comment on superpose l'image en microscopie électronique et l'image en fluorescence qui a montré techniquement juste en deux mots. Tu veux dire quand j'ai montré le flash, oui, le parasite, d'une part en coupe, en tomo, voilà. Et puis après il y a une image en c'est fluorescence. ça, c'est juste un logiciel qui attribue des comment on fait pour passer d'un microscope à fluorescence à un microscope électronique? C'est pas de la fluorescence, c'est un logiciel où on y va à la main. C'est-à-dire qu'on a fait une reconstruction en IM. Et après, on a décidé, ok, cette partie sera rouge, ce sera la cellulose. Oui, on s'est amusé. Ah, c'est triché. D'accord. Merci beaucoup. C'est de la bonne
c'est pas